À son arrivée au pouvoir au début des années 2000, le nouveau président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, présentait l'effondrement de l'URSS en 1991 comme la pire catastrophe géopolitique survenue au XXe siècle. Qu'est-ce à dire? Est-ce que c'était une manière d'exprimer de la nostalgie vis-à-vis de l'ancien système communiste? Sans doute pas. En revanche, c'était une expression de ce qu'on appelle le syndrome post-impérial, c'est-à-dire le choc subi par les Russes après la perte de leur grand empire soviétique et à l'issue d'une décennie 1990 qui a été une décennie de chaos et de désillusion. À partir de ce moment-là, une entreprise de redressement, de reconstruction de la puissance se réalise sous la férule de Poutine, qui a toujours été réélu depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui. Il faut d'abord revenir sur la situation de la nouvelle Russie, pas l'héritière de l'URSS, à partir de 1992 et jusqu'à la fin des années 1990, sous la présidence de Boris Eltsine. La Russie a connu une transition très douloureuse et maintes humiliations pour un pays qui était si puissant depuis des siècles. Cette transition, elle a été d'abord douloureuse sur un plan économique, puisqu'il s'agit d'une transition très rapide, mal encadrée, mal planifiée, et sous forme d'une sorte d'électrochoc, sans véritable aide extérieure, à part peut-être celle du FMI, mais par rapport aux pays d'Europe centrale et orientale, la Russie n'a pas connu le soutien de l'Europe, et par rapport à la Chine, qui menait ses réformes à peu près à la même époque, même si elle avait commencé plus tôt, les réformes ont été beaucoup plus brutales, beaucoup plus rapides. C'est ainsi que les privatisations en masse, par exemple, n'ont pas permis de faire rentrer beaucoup d'argent dans l'État, à peu près l'équivalent des sommes récoltées par la Pologne pour sa propre privatisation. Et en 2000, la Russie affiche un PIB qui atteint à peine 65% de celui de l'URSS en 1989. C'est donc un pays très appauvri, au bord de la faillite, qui a connu une multitude de crises, 94, 98, qui ont vu sa monnaie, le rouble, s'effondrer et la société russe revenir au troc. Cette transition est aussi douloureuse donc sur un plan social, puisque la Russie des années Eltsine voit la montée de la pauvreté, qui monte jusqu'à 40 millions de Russes sur une population d'à peu près 150 millions, et surtout le creusement des inégalités. C'est l'époque où on voit apparaître ce qu'on appelle les nouveaux Russes, c'est-à-dire des oligarques qui ont mis en coupe réglée l'ancienne économie collectivisée, notamment Mikhaïl Khodorkovsky, qui est devenu le roi du pétrole dans la Nouvelle-Russie, et Boris Berezovsky, qui lui, fort de sa fortune et de ses réseaux économiques, a dominé le Kremlin et a participé des influences très fortes et néfastes sur la personne de Boris Eltsine. On est dans une période de corruption très très importante, où Boris Eltsine réussit à se faire réélire avec l'appui des oligarques. Donc il y a un mélange du politique et de l'économique qu'on retrouve pendant toute cette période-là, ce qui est révélateur d'un troisième élément, d'une troisième dimension de la transition douloureuse, c'est la transition politique. Boris Eltsine, petit à petit, a perdu du pouvoir dans le cadre de cette nouvelle constitution de 1993 qui donnait beaucoup plus d'autonomie aux différents sujets de la Fédération de Russie, les différents territoires qui avaient des statuts assez diversifiés, 89 sujets différents qui ont gagné en autonomie, qui ont affaibli le pouvoir du Kremlin, d'autant plus que Poutine était sous influence. C'est dans ce contexte-là qu'a éclaté la guerre de Tchétchénie en 1994, qui est à l'image du drame que connaît la Russie dans les années 90. Cette guerre de Tchétchénie a été perdue par l'armée rouge. Et en 1996, le traité de paix qui s'ensuit de Khasavyurt donne une quasi-indépendance à la République tchétchène. C'est dans ce contexte-là de délitement intérieur, alors que la Russie a failli connaître le sort de l'URSS, c'est-à-dire éclater purement et simplement, que cette Russie a été défiée par les Occidentaux et qu'elle a considéré qu'elle avait été humiliée. En particulier, les Américains avaient promis de ne pas étendre l'OTAN jusqu'à ses frontières, ce qui a été fait à la fin des années 1990. Et on peut considérer que c'est la guerre du Kosovo en 1999
qui a été menée par l'OTAN sans l'accord de la Russie, sans l'accord du Conseil de sécurité de l'ONU, qui a été vu comme le pire des affronts faits à la nouvelle puissance russe. Le Kosovo, c'est la Serbie, c'est donc les frères slaves du Sud qui étaient traditionnellement sous la protection de Moscou. On comprend bien dans quel contexte Poutine est arrivé au pouvoir. Boris Eltsine a annoncé brutalement à la fin de l'année 99 qu'il renonçait au poste de président et qu'il nommait son premier ministre, Vladimir Poutine, qui était arrivé en avril 99, à la tête du gouvernement, ancien fonctionnaire des services secrets du FSB, ancien bras droit du maire de Saint-Pétersbourg. Il avait franchi progressivement dans l'ombre tous les échelons qu'il menait vers le pouvoir suprême. Et c'est lui qui incarne, à partir de 2000, et qui a été régulièrement réélu, y compris par le biais d'un tour de passe-passe avec son Premier ministre Medvedev, qui lui a permis un temps d'alterner avec le poste de Premier ministre pour sauvegarder la légalité constitutionnelle. Il a été régulièrement réélu jusqu'en 2019 et devrait rester au moins jusqu'en 2024. Alors, de quel redressement s'agit-il ? Il s'agit d'abord du redressement du pouvoir intérieur. Poutine personnifie un pouvoir fort et a voulu restaurer, comme on l'appelle, la verticalité du pouvoir. C'est d'abord passé par la deuxième guerre de Tchétchénie, qui a été remportée par l'armée russe, marquée par des massacres, comme le siège, à l'occasion du siège de Grozny. À l'issue de cette guerre, Poutine a renforcé les pouvoirs des ministères régaliens, notamment l'intérieur, la police, l'armée, la justice, ce qu'il appelle des ministères de force. Il a restreint le pouvoir des sujets de la fédération en créant des super-régions et des super-préfets qui chapeautent l'édifice politique. De la même manière, il a placé des hommes, ces hommes, à des postes clés pour tenir la fédération de Russie. Par exemple, Kadyrov à la tête de la Tchétchénie, qui incarne donc un pouvoir fort et qui est pro-Poutine. Ce renforcement du pouvoir central s'accompagne d'un verrouillage de l'espace public, avec le retour de la censure, l'encadrement très strict des libertés et une vague d'assassinats politiques, d'emprisonnement. On peut évoquer l'affaire d'Anna Politkovskaya qui a été assassinée dans ces années 2000. Autour de Poutine s'organise une plateforme électorale, Russie Unie, qui se présente aux élections, qui réalise aux alentours de 2/3 des voix et qui donne l'illusion d'une démocratie en fonctionnement. On peut vraiment parler d'une démocratie Potemkine, dans la mesure où, comme on a défini la démocratie, tous les critères de la démocratie ne sont pas réunis, notamment la fameuse séparation des pouvoirs. Sur un plan économique, Poutine profite d'un très bon contexte de croissance internationale, en particulier d'une hausse des cours des matières premières, le pétrole, le gaz, au moment où Poutine a entrepris la renationalisation des industries pétrolières et gazières, au passage en éliminant son rival Khodorkovsky et en le faisant jeter en prison pour fraude fiscale. Il faisait d'une pierre deux coups, il pouvait renationaliser l'industrie pétrolière russe et éliminer un opposant. Il faut bien voir que les hydrocarbures représentent à peu près les 3/4 du budget de l'État et des exportations du pays. Et Poutine a profité de la hausse des cours pour mener ses projets, en particulier ses projets en matière militaire, puisqu'il a entrepris une grande modernisation de l'armée russe, qui était restée très vétuste. On se rappellera la crise qu'a provoqué en 2000 le naufrage du sous-marin Kursk, qui prouvait la vétusté de la marine russe. Donc une grande entreprise de modernisation de l'armée qui va aussi avec le retour dans le jeu international. Au début des années 2000, Poutine fait profil bas. Il profite du 11 septembre 2001 pour renouer les fils du dialogue avec les Occidentaux et trouver un thème commun qui est celui de la lutte contre le djihadisme. Poutine a ses Tchétchènes, a ses terroristes tchétchènes, lorsque les Américains ont leurs terroristes arabes. C'est sur ces thèmes-là que Poutine revient dans le jeu. À l'échelle européenne, il s'agit de bien montrer à nouveau les limites de l'extension de l'OTAN et de l'Occident dans les projets proches. Poutine cherche à reconstituer son glacis
le glacis qui existait du temps de l'URSS en Europe orientale. On le voit bien à la manière dont il a mis sous pression l'Ukraine, en se servant notamment de l'arme du gaz, en fermant les vannes du gaz à la fin des années 2000 pour la détourner de l'OTAN, de l'Union européenne, mettre la pression sur des dirigeants qui étaient, depuis la révolution orange de 2003, plutôt pro-européens. On ne peut pas nier que la société russe ait vraiment fait corps derrière Poutine. Même si les résultats des élections sont trafiqués à la marge, comme on le sait, il jouit d'un soutien quand même majoritaire parce qu'il est le président qui a redonné de la fierté et qui permet aux Russes de croire à nouveau en leur avenir. Un des critères intéressants du changement, c'est la démographie. Au cours des années 1990, la Russie a perdu 5 millions d'habitants. Elle a connu un dépeuplement très rapide. Les taux de mortalité excédaient largement les taux de natalité. Au cours des années 2000, la démographie s'est stabilisée. Et à nouveau, les Russes se sont mis à faire davantage d'enfants et la population a cessé de se réduire. À partir de 2013, la croissance est même redevenue légèrement positive. Voilà. Donc on voit à travers la démographie aussi des changements se produire. On peut considérer à partir de 2008 que la puissance russe est reconstituée et dévoile de grandes ambitions. Pourquoi 2008 ? C'est l'année où la Russie est intervenue en Géorgie, en soutien des provinces rebelles d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, et a mis au pas le régime de Mikhaïl Saakachvili, qui avait été issu aussi d'une révolution démocratique et libérale soutenue par les Occidentaux. C'est le moment où la Russie a comme première ambition d'achever la consolidation de son glacis en Europe de l'Est, en s'appuyant sur des territoires qui vont de la Biélorussie jusqu'au Caucase, que l'OTAN et l'Union européenne ne pourront pas pénétrer. La Russie a montré qu'elle était capable d'intervenir militairement. À cette occasion, et elle place également des missiles de moyenne portée dans l'enclave de Kaliningrad, qui se situe entre la Pologne et les pays baltes. Donc elle prévient les Occidentaux. En cela, elle viole aussi un traité de désarmement qui date de 1987. Donc elle est capable d'employer la force ou la menace dans ce cas-là. Donc une fois consolidé son glacis en Europe de l'Est, ses ambitions se tournent plutôt vers l'Asie, vers l'Eurasie. Au début des années 2000, elle a créé une union économique eurasiatique, l'Eurasec, qui est en train de devenir depuis 2015 l'Union eurasiatique, qui devrait regrouper sur un plan économique, sur la base d'une alliance entre la Biélorussie, la Russie et le Kazakhstan, l'ensemble des pays d'Asie centrale. Cette alliance, donc, est complétée par l'Organisation de coopération de Shanghai, par laquelle la Russie se rapproche aussi des Chinois. Dans cette OCS, lancée en 2001, complétée au fil des années, sont entrés aussi l'Afghanistan, le Pakistan, l'Inde. Donc c'est tout le continent eurasiatique dans sa partie centrale, méridionale, orientale qui se constitue. Si vous ajoutez à ça la constitution du groupe des BRIC, des pays émergents, créé à Yekaterinbourg dans l'Oural en 2009, avec donc le Brésil, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, vous avez les nouvelles alliances de la Russie dans son espace régional, son espace d'influence naturelle et dans le monde. Toutes ces organisations, Union eurasiatique, OCS, BRIC, se sont regroupées à Oufa en 2015 à l'occasion d'une grande réunion qui avait pour but de constituer une sorte de front anti-occidental. Les projets de Poutine ont été révélés lors du discours de Valdai en 2013, au cours duquel il condamnait fermement les valeurs occidentales. Et au contraire, il mettait en avant des valeurs communes à toute l'Eurasie. C'est sur cette base de conflit des civilisations, de rejet de l'Occident et de l'ordre mondial occidental qu'est en train de se constituer, peut-être, sans doute,
une des grandes lignes de structuration du XXIe siècle, ce sommet d'Oufa qui réunit en gros des pays émergents qui sont contestataires de l'ordre occidental. Dernier élément pour les ambitions russes, Poutine a fait une entrée fracassante dans les années 2010 dans les nouvelles relations internationales, si bien que la puissance russe se fait de plus en plus entendre dans les relations internationales à l'échelle mondiale. On peut le voir depuis le début des années 2010, la guerre en Libye qui a été menée par l'OTAN avec l'accord de la Russie a fini de raidir Poutine contre les Occidentaux, dans la mesure où les Occidentaux ont outrepassé le mandat de l'ONU, ont renversé Kadhafi, qui était l'allié des Russes. Ce qui amène maintenant Poutine à une position de contestation, de révision de l'ordre international. On le voit à sa manière à l'ONU de mettre systématiquement son veto dans le cadre des affaires, par exemple, syriennes ou iraniennes ou vénézuéliennes, soutenues ou non par la Chine. En cela, la guerre en Syrie est sans doute un révélateur de la nouvelle puissance russe. Son intervention militaire pour soutenir le régime de Bachar el-Assad, même le sauver, a été une véritable réussite. Donc Poutine a pu faire la démonstration d'une puissance militaire retrouvée. Sur le plan diplomatique, la Russie a également lancé avec l'Iran et la Turquie un processus de paix, le processus d'Astana en 2017, dont sont exclus les Occidentaux. Donc démonstration de force militaire, démonstration d'influence diplomatique. C'est symbolique du retour de la Russie qui n'hésite plus, de la même manière, à revendiquer des territoires. À partir de 2014, on assiste au rattachement de la Crimée à la Russie, que les Occidentaux présentent comme une annexion, que les Russes présentent uniquement comme un rattachement plébiscité par les Ukrainiens de Crimée. Et parallèlement, la guerre hybride menée au Donbass pour déstabiliser le pouvoir ukrainien et tenter d'arracher l'est de l'Ukraine, les républiques du Donetsk, de Lugansk, à la domination de Kiev. En conclusion, avec la Russie, on a le cas de figure inverse de l'Empire ottoman, d'une puissance qui s'est effondrée, littéralement, au cours des années 1990, qui a été humilié, bafoué, un pays qui a failli éclater de l'intérieur et qui a réussi à se redresser à partir des années 2000. D'abord un redressement pendant lequel la Russie a fait profil bas dans les relations internationales, avant de prendre confiance et aujourd'hui de dévoiler des ambitions immenses, à la fois à l'échelle eurasiatique, à l'échelle mondiale. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on doit à nouveau compter dans les relations internationales avec la puissance russe.